J'ai l'immense plaisir d'accueillir les premiers intervenants de cette table ronde en auditorium pour cette table ronde qui porte sur les médias, Internet et la liberté d'expression. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à nos intervenants. Nous avons un écrivain, journaliste que vous connaissez tous. Il est sur Sud Radio. Il est plus à présenter, mesdames et messieurs, André Berkoff. Nous avons un avocat en liberté fondamentale, David Guyon, que vous pouvez applaudir très fort. Nous avons également un journaliste, animateur, il est sur TV Liberté, il a son propre média, Les Incorrects, Éric Morillo. Un journaliste, animateur qui est sur GPTV et Radio Courtoisie, Nicolas Stocker. Le fondateur de Putsch Média, matinalier sur Toxin, essayiste Nicolas Vidal. Parmi nous aujourd'hui. On a un certain nombre de journalistes présents autour de la table et un avocat qui fait figure d'exception au sein de ce panel. Je vais commencer par m'adresser à Maître Guyon. Cette table ronde porte sur les médias, la liberté d'expression et notamment sur Internet. Actuellement, on le sait tous, des attaques extrêmement fortes sont faites au niveau français et aussi au niveau européen sur la liberté d'expression et en particulier la liberté d'expression sur Internet. Internet qui est l'un des endroits où se passe la liberté d'expression. Internet est un espace qui a permis l'organisation de ce genre d'événements parce que ça nous permet de ne pas passer par les médias mainstream, etc. Maître Guyon, comment voyez-vous les évolutions et les inquiétudes qu'on peut avoir sur cette évolution de la liberté d'expression sur Internet en France et en Europe ? Bonjour à tous, je suis ravi d'être cette année de nouveau avec vous, parce que j'avais eu le plaisir d'être à vos côtés en 2024. Alors j'avais pas eu le plaisir d'être dans l'auditorium directement, mais cette année j'apprécie cette promotion. On parle effectivement de liberté d'expression, il y a beaucoup de journalistes autour de cette table ronde, et clairement, sans Internet, la plupart d'entre eux, je ne les aurais probablement pas découverts. Pourquoi ? Parce que justement, la liberté d'expression, qui est à la base le pluralisme des idées, c'est-à-dire vous pouvez avoir des avis divergents, des avis convergents, et le fait de ne pas être d'accord, c'est le principe même de la démocratie. Donc quand tout le monde raconte la même chose, et que tout le monde est d'accord autour de la table, vous avez tous les excès qu'on a eus durant la crise sanitaire, où la présidente de BFM TV expliquait que durant la crise, il ne fallait pas avoir un discours qui allait à l'encontre de celui du gouvernement. Bon, effectivement, c'est une évolution et une conception du journalisme qui n'était pas celle que je m'étais faite durant mes études. Internet a donc permis d'avoir une parole dissonante. C'est ce qui nous a permis effectivement de découvrir un certain nombre de personnes autour de la table et de pouvoir faire passer des messages qui n'auraient pas pu passer sur les grands médias. Également, par exemple, en tant qu'avocat, quand je voyais que je ne pouvais pas obtenir d'interviews sur des sujets qui me paraissaient intéressants et en tout cas totalement dans l'actualité, j'ai découvert que finalement c'était les médias qui faisaient l'actualité et pas l'actualité qui faisait les médias. Donc on a beaucoup parlé du port du masque en extérieur, dont j'avais été un des premiers avocats à contester, alors que clairement c'était un sujet certes intéressant, mais peut-être pas qui méritait une couverture aussi importante
que celle que les médias avaient voulu accorder. Il y avait certainement d'autres sujets qui étaient vraiment, vraiment plus pertinents. Mais encore une fois, vous ne choisissez pas les sujets sur lesquels les médias viennent vous parler. Internet a donc été une possibilité de pouvoir, pour chacun d'entre nous autour de la table, pouvoir faire passer un message totalement différent. Et ça, je pense que les gouvernants se sont aperçus que, clairement, il y avait une faille dans leur méthodologie qui était de contrôler la population, de contrôler ce que vous aviez le droit de penser ou de ne pas penser. Rappelez-vous le fameux 6 à la maison. Bon, clairement, s'il n'y a pas BFM, vous ne feriez pas ça. Vous l'avez fait parce que BFM vous l'a répété en boucle et en boucle que pas plus de 6 à la maison. Mais si vous repreniez le texte, c'était 6 à l'extérieur, dans l'espace public. Ils ne sont jamais rentrés dans votre maison. C'est BFM qui est rentré dans votre maison. Donc Internet, c'était l'occasion de rappeler ça, de pouvoir dire, écoutez, ce texte ne s'applique pas à l'intérieur de chez vous. Vous avez la possibilité de recevoir votre famille et vous n'êtes pas contraint de mettre votre grand-mère dans la cuisine. Et c'est bien de pouvoir le rappeler, et ça, c'est ce que Internet permet de faire. Alors évidemment, c'est le premier sujet sur lequel les gouvernants sont arrivés, puisque aujourd'hui, si on parle d'actualité, vous avez vu qu'on a commencé à instaurer une obligation d'identification sur les sites pornographiques. Je sais, ici, personne ne consulte ces sites, mais, vous l'aurez compris, c'est un début qu'on a commencé à instaurer. C'est-à-dire qu'on a instauré l'idée qu'il était normal de s'identifier pour accéder à certains contenus. Ce sont des contenus pornographiques ici. Peut-être que demain, ce sera des contenus politiques, journalistiques. Bref, ce que le gouvernement a estimé comme étant des contenus sensibles qui devront faire l'objet d'une identification préalable. C'est donc la fin de la liberté sur Internet. Et ça, en tant qu'avocat, moi, je suis extrêmement inquiet. Merci, Maître Guyon. Je vais m'adresser à M. Stocker. Je vais rebondir sur ce que disait Maître Guyon concernant l'importance de la liberté d'expression sur Internet. Internet, ça fait 25 ans qu'on dit que c'est l'avenir, mais c'est aussi notre présent, et même ça a contribué à des victoires passées. Je pense au référendum de 2005 qui s'est joué en partie sur Internet. Les foyers commençaient à être équipés. Quelle est votre vision de ce à quoi Internet a déjà... Qu'est-ce qu'Internet a déjà pu rendre possible en termes de victoire de notre camp, en termes de victoire de la liberté, tout simplement, face à cette chape de plomb que représentait la doxa médiatique? Qu'est-ce que ça nous a déjà permis de gagner et pourquoi continuer en quoi est-ce que se battre nous permettra d'avoir les victoires à venir? Alors déjà, si vous me permettez, merci. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, donc bonjour, évidemment. Et merci aux patriotes, bien sûr, et à leur président Florian Philippot. Déjà, et pour les patriotes, évidemment, c'est un excellent souvenir, c'est l'élection, c'est le référendum de 2005. À l'époque, il n'y avait pas encore... Alors, ça venait d'être créé, Facebook, Twitter, mais ça n'a pas eu d'incidence, ça n'était pas encore activé en Europe. Par contre, vous aviez des blogs, vous aviez des sites Internet qui ont été extrêmement vus, visités durant ce référendum de 2005. Et d'ailleurs, toutes les études l'ont montré après coup, ils ne l'avaient pas vu. L'ensemble des médias mainstream avaient bien fait les choses. Il y avait 75%, 80% du contenu qui était favorable au oui au référendum sur la Constitution européenne, le fameux TCE, le traité sur la Constitution européenne. Et donc, et d'ailleurs, ceux qui étaient pour le non, à l'époque, c'en était plein. Je crois qu'à l'époque, ça devait s'appeler le CSA, avait dit, on va corriger ça. Bien sûr, ils n'avaient rien corrigé du tout, vous imaginez bien. Et par contre, ce qui avait été la dissidence, ce qui avait très fortement influencé le non au référendum, c'était justement, alors par exemple des gens comme qui se sont fait connaître à l'époque, Maître Guyon disait qu'en effet, beaucoup de journalistes ou d'intellectuels ne seraient pas sans l'Internet connu aujourd'hui. Vous aviez Étienne Chouard, par exemple, qui avait beaucoup fait parler de lui en 2005. Et puis les leaders du non de l'époque, de Philippe de Villiers, j'ai envie de dire, jusqu'à je crois, à l'époque Mélenchon, avaient beaucoup utilisé l'Internet parce que ça avait été une façon pour eux, finalement, de rompre les médias
audiovisuel, sachant que de toute façon, les médias alternatifs ont toujours existé. Dès que vous avez un média qui apparaît, déjà la presse au XIXe siècle, vous aviez une presse ouvrière. Vous avez toujours eu un pendant aux médias dominants. Ça a toujours existé. Et avec l'Internet, au début, on peut se poser des questions sur les GAFAM, on peut se poser des questions sur les grands réseaux Internet et se demander s'ils n'avaient pas d'abord été créés dans le cadre d'influence. Regardez par exemple les révolutions de couleurs, un certain nombre de choses où ils ont eu une influence et où les réseaux sociaux, avant de devenir des médias et de supporter des médias alternatifs, ils ont été des médias du système, clairement. Hein. Donc c'est dans un second temps. Dire que les médias alternatifs sont arrivés, on fait immersion comme ça, non. Ils sont arrivés pour s'opposer au discours hégémonique. Sachant que des médias alternatifs, vous en avez de toutes sortes, entre ceux qui portent un discours de changement complet de la société ou ceux qui font simplement ce qu'on appelle de la réinformation. Moi qui, par exemple, viens de Radio Courtoisie, le concept de réinformation, il naît avec eh bien une radio libre. Donc ça, c'est les années 80. Et puis après, ça sera transmis et transféré sur TV Liberté, par exemple. Le concept de réinformation avec Jean-Yves Le Gallou. Donc, c'est plusieurs choses, ça recouvre énormément de choses. Donc, les élections 2005, on a pu se rendre compte l'effet tout à fait positif, en tout cas pour nos idées, qui étaient sous-représentées dans les médias officiels. Et c'est grâce à ces médias alternatifs qui étaient où on ne s'attendait pas. C'est-à-dire que les gens, petit à petit, que ce soit en streaming ou que ce soit sur des podcasts, se sont mis à aller très souvent. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes, ils n'écoutent plus le journal de 20 heures, terminé. Ils sont contre-fous. Je suis persuadé que dans cette salle, vous êtes très nombreux à ne pas allumer une télé. Vous n'avez pas besoin, vous avez une tablette. Éteignez la télé, allumez vos cerveaux, comme on dit. C'est exactement ça. Donc voilà, ça évidemment, l'ensemble des commentateurs politiques ne l'avaient pas prévu. Donc en 2005, alors le problème, c'est la différence qu'il y a justement entre la résistance sur l'Internet et les médias alternatifs. C'est qu'en 2005, malheureusement, on l'a vu, c'est pour ça qu'ils ont pu facilement d'ailleurs faire la forfaiture de Lisbonne en 2007, c'est qu'il n'y avait pas de suivi. Vous gagnez une fois, c'est un coup, c'est un référendum, oui ou non. Donc là, vous pouvez avoir une influence directe et très importante. Mais par contre, il n'y a pas de suivi. Tandis que, et même, alors, l'autre exemple que je voulais donner, c'est 2016, évidemment, Trump. Là, Trump s'est totalement appuyé sur les médias alternatifs. On a reproché aux médias, aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, de l'avoir sabordé en 2020. C'est pas faux, c'est même très vrai. Par contre, en 2016, alors je ne sais pas si on peut dire qu'ils l'ont poussé, mais en tout cas, lui a utilisé très fortement, et pendant la campagne de 2016, tout le monde se souvient des tweets, il tweetait comme il continue aujourd'hui avec son média True Social, hein. C'est-à-dire qu'il sait en plus, et c'est ça la différence entre 2016 et 2024, et c'est ça qu'il y a de nouveau avec les médias alternatifs aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que, on pouvait faire un coup, mais que si on n'avait pas nos propres médias, j'ai presque envie de dire, et Trump le montre, nos propres supports, en fait, certes, sur le coup, il laissait passer la tempête, il faisait le dos rond, et puis après, il vous sabordait. Avec CNN aux États-Unis, même trucs comme Fox News se sont retournés. Ils ont retourné absolument tout le monde. Et Trump s'est fait avoir en 2020. Donc il l'a compris, il en a tiré les leçons. Et j'ai envie de dire que nos médias alternatifs sont justement, que ce soit Putsch Média, que ce soit les Incorrectibles, que ce soit ces médias TVL qui est apparu après Radio Courtoisie, GPTV maintenant aujourd'hui, ce sont des médias qui émettent presque, on va dire, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. C'est-à-dire qu'on ne vous abandonne plus en cours de route. On ne va pas se battre sur un combat, et puis après, voilà, on a gagné. Oui, mais on n'a rien gagné, on a gagné une fois. C'est ponctuel. Et puis après, tout se rattrape avec le système. Alors que là, on a la possibilité de diffuser en continu. Et donc, ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'est ça, évidemment, qu'a compris entre autres l'Union européenne, avec les nouvelles normes, évidemment, où ils vont chercher par tous les moyens à nous saper, à nous saborder. Et c'est l'inquiétude en effet de Maître Guyon, et il a parfaitement raison. Néanmoins, ces médias alternatifs, aujourd'hui, ils vont avoir une influence, et je terminerai sur le troisième point de l'exposé, sur justement l'union, on en parlait au tout début,
de l'union des souverainistes, de l'union des patriotes, de l'ensemble des patriotes, au-delà du parti Les Patriotes. Eh bien, je pense que les médias, les nouveaux médias alternatifs vont avoir un rôle à jouer. On avait essayé déjà de le faire avec quelques amis en 2022, on n'y avait pas réussi. Mais par exemple, moi je vais m'appuyer sur par exemple la proposition que fait Florian Philippot aujourd'hui d'établir une sorte de primaire parmi les souverainistes, où chacun voterait pour avoir le meilleur d'entre eux, ce qui réglerait le problème. Eh bien ça, je dirais que les médias alternatifs peuvent jouer un rôle. Parce qu'il ne faut pas autant regarder les primaires de la droite et du centre ont été hyper médiatisés. Et ça leur a fait une publicité, et c'était, s'ils ne l'avaient pas sabordé avec le coup d'État judiciaire en 2017, Fillon aurait gagné. Et il le devait beaucoup, on ne peut pas dire que ce soit une personnalité extraordinaire, François Fillon, mais il devait aux médias d'avoir couvert cette primaire. Eh bien, il faudrait aussi que les médias alternatifs couvrent demain une primaire des souverainistes pour se faire connaître le plus possible. Voilà. Merci. Merci, M. Stocker. Vous avez évoqué 2016, l'élection de Trump, qui effectivement s'est beaucoup appuyé sur les réseaux sociaux. On a pu parler également de Barack Obama, qui a été présenté comme le premier président états-unien à avoir été élu grâce à Facebook aussi. Je m'adresse à André Berkoff. Vous avez eu l'occasion, en 2016 justement, il me semble, d'interviewer Donald Trump. Comment ça s'est passé, comment ça s'est fait, et est-ce que vous avez quelle perception de sa vision à ce moment-là, quelle perception de sa vision de l'importance de la liberté d'expression sur Internet, des réseaux sociaux, comment ça se passait à cette époque-là? Je vais vous répondre sur Trump, mais d'abord je voudrais dire quelque chose, que si nous sommes ici aujourd'hui, si nous sommes ici pour parler de la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, dans son sens le plus littéral, le plus noble, vient d'avoir un mort, et pas n'importe quel mort, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Américain, Charlie Kirk. Il faut évoquer Charlie Kirk. Parce que Charlie Kirk représente exactement ce que chacun d'entre nous devrait se rappeler. Le premier média, c'est vous, c'est la disputatio, c'est ce que Montaigne appelait le frottis de cerveau. C'est quand on se rencontre, on n'est pas d'accord et on parle. Et on parle sans s'insulter, on parle sans se traiter de tous les noms. Et je voudrais juste évoquer quelque chose pour Charlie Kirk. Moi, ça fait quelques années que je le suis sur les réseaux sociaux, découvert par hasard. Et j'ai été absolument fasciné par cet homme. Je vous rappelle, il avait 31 ans. Il a été assassiné à 31 ans. Il avait une culture encyclopédique. Il arrivait quelque part dans les campus américains, chez les jeunes. Il allait chez les étudiants et il discutait. Hein. Il y avait un micro, c'est tout. Hein. Pas voilà, un micro, une caméra. Et puis les gens étaient là, par centaines, quelquefois par milliers. Et il recevait les uns après les autres, venaient. Et certains le traitaient, ouais, vous êtes un facho, ouais, un nazi, vous dites ceci, vous dites cela. Et il répondait. Et il répondait et il démontait les arguments. C'est-à-dire qu'il parlait par argument. Ce n'était pas la parole des armes, c'était les armes de la parole. Et ça, c'est le plus important. Et il faut rester là-dessus. Deuxièmement, donc, si vous voulez, la liberté d'expression, c'est quand les gens, et ça c'est terrible, parce qu'effectivement, la barbarie commence quand les gens ne peuvent plus se parler. C'est-à-dire, vous n'êtes d'abord, vous savez, rappelez-vous Voltaire, paraphrase, on dit, il l'a prononcé ou pas, il disait, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, mais je suis prêt à me battre que vous puissiez vous exprimer. Aujourd'hui, chez certains gens, heureusement pas tous, et je ne sais pas vous, c'est, je ne suis pas d'accord avec vous, il faut vous éliminer. Parce que moi, je suis le cœur du bien, et si vous n'êtes pas d'accord avec mon narratif, qui n'a rien à faire avec le réel, vous êtes le camp du mal. Voilà, ou on vous invisibilise, ou on vous élimine d'une manière ou d'une autre. Oh, on ne va pas aller jusqu'à vous tuer, non, mais... Allez, on ne va plus parler de vous, vous n'allez plus exister. Et là, on revient aux médias. On voit très, très, très bien les gens qui passent dans les médias dits mainstream et les gens qui n'en parlent pas. Vous avez vu récemment cette merveilleuse chose de deux journalistes du service public, Cohen et Legrand, pour ne pas les nommer, qui rencontraient deux personnes du PS
en disant, allez, Rachida Dati, on l'occupe, et puis Glucksmann, on va s'en occuper aussi. Pourquoi pas? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là font la morale dans leur opinion, chaîne de service public payée par le contribuable, encore une fois. Et une chose quand même, vous êtes tous obligés de payer les subventions au service public. Très bien. Mais enfin, où est la diversité dont ils parlent autant? Où est la diversité d'orientation? Où est la diversité d'expression, justement? Vous savez, la liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et beaucoup de gens ne veulent pas s'en servir, pour des raisons évidentes. Donc, Charlie Kirk, juste Trump, je voudrais évoquer Trump. Quand je lui ai demandé, mais dites-moi, comment c'était en pleine campagne pour les présidentielles de fin 2016. J'ai dit, mais comment vous travaillez? Il me dit, écoutez, c'est extrêmement simple. Et des gens en Amérique, soi-disant patrie de la liberté d'expression, c'est vrai, c'est leur premier amendement, mais tous les journaux, déjà, ils disaient, les journaux m'ignorent. Les journaux me combattent, c'est Hillary Clinton, évidemment. Moi, je n'existe pas. Donc, j'ai été obligé de me tourner vers, comme disait Nicolas, vers les médias alternatifs, vers Twitter, à l'époque, vers Facebook, etc. Il dit, c'est ça. Et il a pratiqué quoi? Ce que pratiquent beaucoup de gens aujourd'hui, ça s'appelle la désintermédiation. On veut directement du producteur au consommateur. On n'a pas besoin de... C'est vous, les médias. C'est vous aussi, les médias. Il n'y a pas que... C'est-à-dire qu'on veut parler, et Trump, il a fait ça. Il a parlé directement aux gens, comme Charlie Kirk allait faire la tournée des campus américains en s'adressant aux jeunes, à des milliers et des milliers de jeunes qui arrivaient et il ne faisait pas le gourou. Il expliquait, argument par argument. Ce n'était pas des grandes admonestations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans un climat où, effectivement, vous le voyez, vous n'avez qu'à tourner. Il faut regarder de temps en temps. Il ne faut pas fermer la télévision. Il faut regarder à quel point on essaie de nous abrutir. C'est très intéressant. Le processus d'essayer de dire on va vous décerveler. Pourquoi? Parce que le pouvoir, par essence, et ça c'est droite ou gauche confondu, malheureusement, sauf quelques exceptions, il y en a, Trump pour moi en est, et puis d'autres, c'est qu'on vous dit, vous savez, nous on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Nous on est le camp du bien. C'est bien quand on a 4 ans et demi et que papa, maman nous dit ça. Mais quand on a 20, 25 ans, peut-être qu'on a des idées qui ne sont pas complètement imbéciles. Ah non, 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 non. Mêlez-vous de vos affaires. Et comment on va se mêler de vos affaires? Par la peur. Le gouvernement par la peur. Covid, climat, Ukraine-Russie, Moyen-Orient, etc. Attention, restez chez vous, télétravail ou pas, restez chez vous. C'est le climat d'une espèce de... Voilà. Donc, le contre-pouvoir. Parce que qui dit liberté d'expression, c'est le pouvoir et le contre-pouvoir. Et voilà pourquoi un certain nombre de médias sont sortis. Et voilà pourquoi la bataille est là. Et la bataille est là comment au niveau de l'expression? Alors là, j'arrive juste à quelque chose qui est très important. C'est que vous avez vu qu'à un certain niveau, je parle à un niveau de bas de plafond, on vous dit facho. Ah mais lui, on ne veut pas lui parler, c'est un facho. Lui, c'est un nazi. Lui, c'est l'extrême droite. Lui, c'est ceci. Lui... Et moi, je vais vous dire une chose, puisque nous sommes chez les patriotes aujourd'hui, et nous sommes très fiers de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire un pays où montrer un drapeau français dans une rue de France devient subversif? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où, dans les manifestations qu'on a vues récemment, type était là avec un drapeau français? Eh bien, ah mais non, enlevez-le, c'est pas bien. Atteinte à l'ordre public. Non mais, attendez, il y a un problème là quand même. Il y a un problème neurone. Je n'ai pas de neurones. Moi, je vais vous dire une chose simplement. Vous savez ce qu'il faut, vous, les autres? Moi, j'ai commencé à le faire dans mon immeuble. Il y a un truc très simple, hein? C'est gentil, c'est tout simple, c'est pacifique, c'est tout con. Que tout le monde plante un drapeau français sur son balcon, sur sa fenêtre, dans son jardin, où il veut. C'est rien, hein? C'est rien. On ne vous demande pas de faire la révolution, on ne vous demande pas de faire l'insurrection, on vous demande simplement... Pour pas... Et alors, on vous dit, ah non, attention. Moi, j'ai eu ça, vous savez, un 14 juillet, on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'es devenu d'extrême droite. Je lui ai dit, mais pourquoi? Un drapeau français? Ah oui, c'est vrai. On peut y avoir tous les drapeaux. Alors, je vais vous dire, je reviens d'Asie, je vois les pays, ils ont tous leurs drapeaux. Tous! En Amérique, en Asie, ils plantent leurs drapeaux et fierté. Ah non, la France, non. Est-ce qu'il faut en finir avec ce masochisme culpabilisant? C'est très important.
Et pour finir, je vais vous dire, ça c'est aussi la liberté d'expression, c'est que la liberté d'expression, elle s'exerce à tous les étages. Il y a les médias, c'est très important, et il y a ici des représentants de médias qui sont là et qui font leur boulot et qui font leur combat, mais aussi vous. Vous, à votre niveau, à n'importe quel niveau, vous ne croyez pas, vous dites oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, souvent on me dit, oui, mais on ne peut rien faire, nous à notre niveau, si. Au niveau de la rue, au niveau du quartier, au niveau de parler aux gens, au niveau de ce que faisait Charlie Kirk dans cette espèce de disputation, dans cette espèce de lutte pour une certaine humanité. Évidemment, c'est pour ça qu'un crétin absolument converti à la haine, l'a tué. Voilà, et c'est malheureusement pas le premier, et malheureusement ce ne sera pas le dernier. Mais voilà où se passe le combat. Donc, vous savez, liberté, liberté chérie. Merci. Merci André. On a parlé tout à l'heure de la fameuse, on a évoqué tout à l'heure la fameuse vidéo avec Monsieur Cohen et ses amis du Parti socialiste cette vidéo en fait a montré ce que tout le monde savait déjà, mais là c'était c'était une kryptonite pour les médias mainstream parce qu'on a vu leur magouille, on a vu comment ils fonctionnaient et le roi médiatique était nu à ce moment-là. Les Français sont excédés par des décennies de gouvernements piteux, corrompus, déplorables. Donc il y a une colère populaire sur un certain nombre de sujets. Cette colère populaire existe pour des raisons objectives, mais les médias, et notamment les médias mainstream, sont souvent la courroie d'un certain nombre d'intérêts et du pouvoir. Et parfois, avec le mot qu'on entend de plus en plus depuis quelques années, c'est le narratif, essaye de créer un narratif pour parfois détourner des colères populaires saines. Je m'adresse à Nicolas Vidal. Comment vois-tu les choses en termes de... Quelle est la différence fondamentale de fonctionnement entre les médias mainstream bien installés, télé, radio, presse, et les médias alternatifs, notamment en ce qui concerne le traitement des sujets de discorde, des sujets de colère sociale? Moi, je suis très heureux d'être ici. Merci à tous, merci à l'équipe des Patriotes, merci à Florian Philippot, merci à Eric et merci à tout le monde, parce que ce sont des bulles de respiration, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je le dis en permanence, donc merci à tous. Vous incarnez bien entendu la liberté, je crois qu'on en a déjà parlé, et vous êtes surtout, et ça j'insiste chers amis, vous êtes nos anges gardiens, parce que c'est grâce à vous que nous continuons à pouvoir exister, par vos dons, par vos partages et par votre soutien permanent. Donc merci à vous tous d'être là, merci beaucoup. Voilà. Pour répondre à ta question, mon cher Eric, bien entendu, elle est fondamentale. C'est le narratif, ce sont les médias mainstream, vous le savez, et on le voit depuis un certain temps. Moi, ça fait quand même depuis un petit moment que je suis dans les médias, et ça s'est vraiment concrétisé pendant les Gilets jaunes. Et en fait, le narratif qui a été imposé sur le traitement des Gilets jaunes s'est imposé absolument sur toutes les crises sociales que nous traversons, et bien entendu pour étouffer les colères populaires. Les Gilets jaunes, personne n'a oublié, le narratif des médias était absolument insupportable et ne retranscrivait pas du tout la situation du pays. Je crois que André a écrit Le Retour du peuple, ce livre-là. Je pense que c'est exactement ça. Les médias mainstream, en fait, sont, à mon sens, dans une absolue endogamie. C'est-à-dire qu'ils se connaissent, ils connaissent l'homme politique, ils sont tous à Paris dans 3 arrondissements, ces gens-là, hein, parce qu'à un moment donné, il n'y a même pas 3 arrondissements qui les écoutent. Mais peu importe, parfois même leur maman ou leur tante ne les écoute pas. Mais ça, c'est notre problème. Et concrètement, en fait, ils essayent cette espèce de fort lamo de médias, d'une endogamie médiatico-politique, si vous le désirez. Et ils essayent par tous les moyens d'endiguer la colère populaire en donnant une autre version des choses et surtout, en délégitimant l'exaspération populaire, en vous ôtant le droit de penser par vous-même, avec une violence verbale, bien sûr, avec une forme de brutalité intellectuelle et cette capacité à un moment de dire vous pensez mal. Donc, il déroule un traitement médiatique, on en a parlé tout à l'heure avec Nicolas, sur 2005, on l'a très bien vu, manifestement, il fallait absolument pas vouloir voter ou évoquer l'idée même en repas de famille de peut-être de voter contre ce fameux traité mortifère. Donc, on s'est bien rendu compte que dès 2005, finalement, il y a eu cet engagement des médias mainstream et c'est absolument terrible. Et surtout, ce qui s'est passé à mon sens, pour aller plus en avant, et on parlera des médias alternatifs après, c'est que
continue de penser que ces gens nous ont vendu la mondialisation heureuse. Rappelez-vous Choupinet Ier qui nous parlait du ruissellement. Et en fait, au fur et à mesure des années, avec la dégradation économique, Fitch, je pense que Fitch en tout cas ne nous dégradera pas. Si je peux vous le dire, on ne nous dégradera pas, Fitch, ni les médias indépendants, ni nous-mêmes. Et en réalité, avec la mondialisation, le pays s'est considérablement appauvri. Considérablement appauvri. Il a été démembré, il a été mis en coupe réglée. Et bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé mécaniquement? La colère populaire a augmenté, de fait. Et les Gilets jaunes, ce sont les premiers, ça a été les canaris dans la mine qui ont compris que la promesse de la mondialisation heureuse devenait finalement un enfer, une incarcération totale dans la pauvreté, dans l'austérité. Donc ils sont sortis, et on a bien vu qu'il y a eu une répression, parce que c'est le fameux retour du peuple d'André, et bien entendu, il fallait bien que les médias mainstream nous vendent un narratif, comme ça a été le cas pendant la crise sanitaire, comme ça a été le cas avec les agriculteurs. Et la réalité, c'est que ce sont pour beaucoup, ce sont les garde-fous, les garde-chiourmes du pouvoir. Je vais vous donner une anecdote, par exemple. Comment un média mainstream peut corrompre quelqu'un? Corrompre intellectuellement. Au début de Putschai, ma chaîne YouTube, j'ai reçu pas mal de monde, et j'avais quelqu'un qui était économiste, très intéressant, et qui était vraiment, vraiment passionné et très, 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 très précis sur les questions de traités européens, véritablement. Et donc, il passait ça et là dans certains médias alternatifs, et puis un jour, une chaîne l'a appelé. Donc, il est allé, LCI, je crois, pour ne pas la nommer, et donc, je vois sur son compte X, anciennement Twitter, je passe sur LCI à telle heure. Je me suis dit, je vais me régaler. J'ai sorti les pop-corn. Je me suis dit, il va sortir le Karcher. Il va essayer en direct de démonter la tartufferie européiste. Eh bien, je l'ai trouvé très tiède. Alors, je me suis dit, il a peut-être mal dormi. Il avait peut-être des problèmes de famille, des problèmes de santé. Il avait mal à la tête. Donc, j'ai laissé. Une semaine après, même tweet. Je repasse sur la chaîne. Donc là, je me suis dit, pas possible, là, il va y aller, quoi. Donc, je ressors mes pop-corn, je me remets dans le canapé, je fais tout un petit cérémonial. Et là, il était encore plus tiède que la dernière fois. Alors, j'ai pas compris, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, je l'appelle, je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas dit le 1/10 de ce que tu dis chez moi? Et il me répond, mais si j'avais dit le 1/10 de ce que je dis chez toi, il ne m'aurait plus invité. Vous voyez? Alors c'est un exemple et on peut le multiplier. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi cette corruption intellectuelle et cette façon, à un moment donné, aussi de donner notre narratif. Et c'est pour ça, et je suis assez d'accord avec les interventions, les médias alternatifs que nous représentons et d'autres, bien entendu, ont connu un succès absolument fulgurant. Pourquoi? Parce qu'on ne fait rien de plus qu'essayer d'être journaliste et de respecter une certaine forme de déontologie et une certaine forme d'honnêteté. Enfin, il me semble que c'est une base. Je n'ai pas eu besoin de lire la charte de Munich pour me rendre compte qu'à un moment donné, il y a quand même des préalables à ce travail qui me semblent absolument fondamentaux. Et on a bénéficié, c'est vrai, on a énormément bénéficié de la démocratisation d'Internet au début. Parce qu'on n'avait pas de moyens. Moi, j'ai commencé dans un mètre carré à monter mon ancien média et puis Putsch après. Donc, on a bénéficié de ça, mais aussi le revers de la médaille, c'est qu'avec l'émergence de nos médias, et comme vous êtes des milliers à nous regarder, tous autant qu'on connaît, parce qu'on commence à vraiment peser en termes de millions de vues, et même en termes de lecteurs, de vrais lecteurs, concrètement, bien entendu, ils ont essayé, et ils continuent d'essayer de nous phagocyter, de nous étreindre, dans le mauvais sens du terme, de nous étouffer économiquement, parce que c'est un peu la situation. Et aussi, ils se rendent compte que si on devient aussi, on va dire, puissant en termes d'audience, pourquoi puissant? Parce que ce n'est pas tellement l'audience qui est importante, l'audience est importante, mais c'est surtout que les gens qui nous regardent, et vous qui vous mobilisez, qui mobilisez du temps personnel pour nous regarder, pour nous écouter en podcast, en replay, un peu partout, c'est-à-dire que vous regardez avec beaucoup d'attention. Et chaque fois que vous regardez, autant que nous sommes, il y a toujours un pas de plus vers la citoyenneté. Et je l'avais dit chez André sur Sud Radio il y a quelques années, il est toujours beaucoup plus facile de gouverner des imbéciles que de gérer des citoyens. Donc vous comprenez bien. Vous comprenez bien qu'à un moment donné,
quand vous avez ces médias alternatifs et médias indépendants, tout simplement, me semble-t-il, eh ben, on a une puissance de frappe de plus en plus importante, puisque nous n'avons, comment dire, on s'est interdit de ne pas recevoir, ou du moins, il y a plein de gens qu'on reçoit. Moi, je me régale. Mon truc, c'est de recevoir des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, des gens, des voix qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas encore très médiatisées. Et finalement, toutes ces voix ajoutées, elles se sédimentent et elles nous amènent des grilles de lecture. Et je crois que c'est ce qu'ils ne supportent pas. Et puis, on a aussi moi, j'ai une passion absolue pour le pluralisme. Que ce soit sur Putsch Média ou que ce soit sur Tocsin, je pense qu'on ne peut pas nous faire le procès de ne pas recevoir tout le monde. Et franchement, on a un spectre très très large, qu'on soit d'accord ou pas. C'est ça le pluralisme des voix. Et le pluralisme, c'est la base fondamentale de la démocratie. Et c'est pour ça que ces médias mainstream aujourd'hui sont de plus en plus durs là-dessus, et on entend des choses absolument incroyables, dans le sens où, notamment sur le 10 septembre, moi j'ai pas fait les grandes manies, mais j'ai fait par contre du point de rassemblement. Je suis allé à Nîmes. À Nîmes, je peux vous assurer que j'ai croisé des patriotes, avec des gilets jaunes et avec des syndicalistes et avec des retraités et des citoyens qui étaient rien du tout, mais qui étaient là. Et j'entends, notamment sur les plateaux télé, des choses qui ne correspondent pas à la réalité, du moins de ce que moi j'ai vu. Et ça a été le cas pendant les gilets jaunes, ça a été le cas pendant les agriculteurs, et ça a été le cas pendant le Covid, on n'en parle même pas, on le sait. Donc je pense que ce travail d'information que nous devons faire, c'est un vrai sacerdoce, parce qu'on a quand même des moyens très limités. Je ne vous cache pas, on n'a quand même pas d'investisseurs derrière nous, des énormes mécènes, mais je trouve que c'est extrêmement important. Et la force de frappe que nous représentons simplement en travaillant avec de la déontologie et de l'honnêteté fait qu'à un moment donné, ces médias-là nous regardent énormément. Regardez le traitement qui a été imposé par Tocsin, je m'appelle le gars de TF1, qui est venu en studio. Bon, manifestement, à part nous poser la question de savoir pourquoi on est pro-russe, bon, je suis désolé, hein, Martin Weil, mais à un moment donné, je sais pas moi. Non mais... Clémence, que j'embrasse, et toute l'équipe de Tocsin, d'ailleurs, je crois qu'ils seront là tout à l'heure, pas Clémence, mais une équipe, franchement, elle a dû répondre pendant je ne sais pas combien de temps à la question, est-ce que vous êtes vraiment pro-russe? Et si c'était pas pro-russe, c'était pourquoi vous êtes pro-Kremlin? Bon, je pense qu'à un moment donné, il y a d'autres questions à poser, me semble-t-il. Mais on est véritablement dans un média mainstream qui commence, je finis par là, mon cher Eric, qui est en train, je le dis, hein, pour moi, ça me fait l'impression de Fort-Lamaux. C'est-à-dire que leur espace vital commence véritablement à se réduire, et puis les audiences sont quand même en chute libre. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'à un moment, il y a des véritables problématiques, et on se rend compte aussi qu'ils sont de plus en plus inquiets par rapport à nous, à cette émergence, et surtout à la désertification, ou la déshérence notamment, de l'audience et des citoyens que vous êtes, qui ne les regardent absolument plus. Donc pour ça, je pense que les médias indépendants ont encore beaucoup de choses à faire, mais ça sera absolument avec vous et qu'avec vous. Merci beaucoup. Merci Nicolas Vidal. Avant de poser la question à Éric Morillo, André Berkoff voulait réagir rapidement. Non, juste une image pour illustrer ce que vient de dire Nicolas, une image rapide. Quand vous regardez la télé, quelle que soit la télé que vous regardez, vous voyez quelqu'un, regardez son cou. Regardez bien son cou. Si vous voyez des rougeurs, c'est qu'il vient d'abandonner le collier et la laisse avant de rentrer en studio. Pour rebondir sur cette image, ça fait penser à la fable de La Fontaine, le chien et le loup. Sauf que aujourd'hui, et vous en êtes des représentants, puisque vous avez tous une audience importante sur Internet, ce n'est plus le chien et le loup avec le chien. Bon, le chien est toujours bien nourri, ça, il n'y a pas de souci. Toujours bien nourri, toujours des grosses traces de collier, tout ce qu'on veut. Mais ces 10-15 dernières années ont vu l'apparition de grosses chaînes, de gros médias en ligne, de gros comptes de personnalités donc, qui constituent des médias alternatifs qui sont un contre-pouvoir, et un contre-pouvoir fort, un contre-pouvoir qui fait peur au système, qui fait peur à l'oligarchie. Il ne s'échinerait pas à faire autant de pression, autant de censure de toutes sortes si nous, collectivement, et vous en particulier, n'étiez pas des menaces pour Macron, pour l'oligarchie, pour tous les affreux. Et c'est vrai que, M. Stocker en parlait tout à l'heure, en 2005, les blogs ont pu avoir une influence politique certaine. Un jeune étudiant d'HEC, Florian Philippot, en avait d'ailleurs créé un sur ce sujet-là en 2005 contre la Constitution européenne.
Ensuite, dans les années 2010, l'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux, toutes les générations qui se sont mises à Internet a pu permettre, l'arrivée de Dailymotion puis de YouTube a pu permettre, et de Twitter a pu permettre à ces médias de grandir, d'avoir une audience, de devenir, de pouvoir produire des contenus intéressants, travailler avec des équipes et ainsi de suite. Mais cette décennie 2020 est malheureusement une décennie de censure. On a de plus en plus de réduction de ces libertés, contrairement à la décennie de 2010 où il y avait une relative liberté d'expression sur Internet avec une audience sur Internet. Les censures prennent beaucoup de formes. Il y a évidemment des poursuites judiciaires qui peuvent exister, mais il y a des choses aussi beaucoup plus graves, beaucoup plus sournois, beaucoup plus insidieux. Le fait d'avoir des plateformes qui censurent soit directement en bannissant une chaîne, mais également ce qu'on appelle en anglais le shadow ban, le fait de rendre quasiment invisible certaines chaînes, et également les attaques en termes de plateformes de paiement, les attaques bancaires avec des banques qui, comme ça, ferment des comptes bancaires d'associations, de partis politiques, de créateurs de contenu, de journalistes sur Internet. Je m'adresse à Éric Mouriot. Comment est-ce que tu vois cette pluralité des formes de censure? En quoi est-ce que c'est inquiétant? Et est-ce que tu vois des pistes pour essayer de s'en prémunir, ou en tout cas essayer de tenir, parce que le combat que tu portes et que vous portez ici est important. Comment tu vois les choses? Et est-ce que tu vois des stratégies de défense par rapport à ça? Bon, bah d'abord, bonjour Eric, bonjour à tous. Merci beaucoup une nouvelle fois de m'avoir convié à cette table ronde avec que des amis autour de moi. J'aimerais d'abord, avant de te répondre, rebondir un petit peu sur ce qu'a dit André au début, et puis avoir peut-être une tonalité un peu plus grave que mes amis. Et c'est bien la première fois depuis donc quelques mois que je vais avoir ce ton. J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé quand même avec l'assassinat de Charlie Kirk. On a vu concrètement, on a eu la preuve de ce que ce narratif dont je me foutais il y a encore quelques jours. C'est-à-dire il y a quelques jours, on me traitait de fasciste, on me traitait d'extrême droite, je n'en avais rien à foutre, je m'en amusais. Je ne m'en amuse plus, non pas pour moi, parce que finalement ça n'est pas si important, moi, mais c'est ce qu'on peut représenter à notre petit niveau. C'est bien la preuve, ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, c'est bien la preuve que cette réduction ad litterum, cet emploi permanent, continu de qualificatifs comme extrême droite, comme fasciste, ça peut aboutir à un meurtre sur des esprits faibles comme ce déchet de la société, et ça peut aboutir à faire tuer quelqu'un comme Charlie Kirk. Donc moi, j'ose le dire, évidemment, j'ai un voisin qui est avocat, donc je fais attention à ce que je dis, mais moi j'ose dire que l'extrême gauche, ce qu'on n'arrête pas de dire, mais pas seulement, je dis que l'extrême gauche, mais pas seulement, les médias mainstream ont du sang sur les mains. J'ose le dire, les médias mainstream, les politiques, et pas que l'extrême droite, justement, au sens... Pardon, pas que l'extrême gauche, lapsus, vous voyez bien. Pas que l'extrême gauche. Ces gens qui, en permanence, qualifient des gens comme des patriotes ou des gens comme nous, qui apportons une vision un petit peu différente, c'est pas trop difficile, voilà, peuvent être tués aujourd'hui. Donc c'est quand même ça le premier point que je voulais dire. Et puis alors maintenant, je vais rebondir sur ce que tu as en effet aussi dit. Oui, puis je précise aussi qu'il y a aussi quelqu'un complètement passé sous les radars, hein, une jeune Ukrainienne qui, dans le métro new-yorkais, s'est faite égorger. Combien il y a eu d'articles dans les médias mainstream, et en France, il y en a eu 3 le jour de sa mort. Vous tapiez Google Actualité, il n'y avait que 3 médias français qui relayaient cette information. Donc honte à vous, honte à ces médias mainstream. Je suis très content de ne plus y être. Vraiment, chaque jour qui passe, je les remercie. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut agir. Et moi, j'ai envie de finir de les tuer, évidemment, au sens évidemment symbolique du terme. Ne les regardez plus. Ils sont en train de mourir tout seuls. Ne les regardez plus.
on les finance encore, ce qui est quand même bien malheureux. En tout cas, c'était amusant de voir, en effet, comme on l'a rappelé aussi, l'affaire donc de ces deux journalistes qui n'ont de journaliste que le nom, qui ont été hier dédouanés par un comité d'éthique de France Télévisions. Enfin bon, voilà, on n'a même pas de mots. Voilà, on n'a même pas de mots. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que pour moi, ils avaient plutôt l'impression de décrire les méthodes plutôt d'Élise Lucet, vous voyez, au hasard, sur France Télévisions. Enfin voilà, donc ça c'est le premier point. Et puis alors maintenant, je vais répondre à ta question parce que, évidemment, en plus, on peut le dire, chaque année, il y a une petite actualité à ce niveau. L'année dernière, d'ailleurs, je m'en souviens, j'étais d'ailleurs, encore une fois, merci de votre soutien parce que ça m'avait vraiment touché. J'avais eu la chance d'être convoqué par la police judiciaire après avoir reçu Étienne Chouard. Alors à dire, j'avais pas trop compris, le pauvre officier de police judiciaire qui m'a reçu, je lui ai dit, écoutez, moi je veux bien répondre de mes propos, mais la petite nouveauté maintenant, vous me demandez de répondre des propos des autres. Bon, ça c'est quand même incroyable, parce que voilà, c'est comme d'ailleurs aussi sur ce qui se passe... Enfin bref, sur tous ces qualificatifs et ces supports médias. Voilà, quand j'ai reçu sur TVL quelqu'un qui s'appelle Pierre Ménès. Bon, il y a une députée de la France Insoumise qui s'est crue bonne et intéressante de nous signaler auprès du procureur de la République. Bon, je crois me souvenir que quand il y avait eu des dérapages, si tant est qu'il y a eu des dérapages, il y a quelques années, par des politiques sur des radios comme RTL, on ne poursuivait pas nécessairement le média sur lequel avaient été donc tenus ces propos. Ça, c'était le premier point. Puis alors le deuxième, maintenant, pour te répondre, donc voilà, précisément, c'est que la nouveauté, c'est qu'il y a évidemment, on le savait, une judiciarisation constante qui nous oblige à faire attention à ce qu'on dit. Mais alors la petite nouveauté de l'année, et moi je ne pensais pas que ça allait m'arriver, bon, il y avait eu avant l'été donc TVL qui avait eu tous ses comptes fermés pour évidemment une raison qu'on n'a jamais eue, puisqu'en plus il faut savoir qu'une banque peut vous remercier sans vous donner de raison, donc ça c'est quand même la petite valeur ajoutée. Et puis donc voilà, bon bah TVL a réussi à rebondir, mais enfin voilà, on doit toujours faire preuve d'agilité en permanence, de résilience, bon ça on le sait, mais d'agilité. Et puis alors moi, voilà, il y a quelque chose qui est aussi incroyable. Bon, ça faisait 4 ans que... Bon, c'est bien parce que finalement, comme pour certains, on peut parfois s'endormir sur ses lauriers. Voilà, j'avais mis 4 ans à créer une communauté sur Internet pour les incorrectibles. Et puis voilà, il s'est passé que j'avais tout prévu, sauf, pas tout finalement, j'avais prévu d'être un jour censuré par YouTube et de pouvoir ne plus avoir ma chaîne et donc ne plus avoir de subsides et puis surtout ne plus avoir mes contenus parce que j'ai quand même près de 400 émissions depuis que je l'ai basculé sur YouTube. Donc j'avais prévu un backup sur une plateforme autre américaine et là cet été par juste un seul texto, voilà, cette plateforme a décidé de fermer. Bon, pour des raisons qui lui sont propres, sans doute pas être complotiste, hein, mais c'est quand même curieux. Bon, donc j'ai j'ai appris qu'au 1er septembre, je perdais tous mes abonnés. Donc depuis 8 jours, donc je dis pas ça pour pleurnicher, mais enfin, là, voilà, c'est quand même formidable. Personne ne s'émeut qu'il y ait des situations comme ça qui puissent se passer. Voilà, j'ai tout perdu. Depuis 3 jours, hasard encore totalement... Enfin, ça m'était jamais arrivé. Mon compte en banque professionnel est victime d'une attaque, d'une cyberattaque. Je suis en train d'avoir mon compte en banque à l'heure où je vous parle, donc je suis un peu tendu, qui est vidé tout le temps depuis. J'ai à peu près 500 € qui sont débités toutes les 2 heures, voilà, depuis 3 jours. Donc comprenez quand même que je suis pas TF1 et donc ça commence un peu à me stresser. Donc voilà. Donc ça c'est le deuxième point que je voulais dire. Et puis il y a le troisième point un autre point quand même qui me fait un petit peu rager, je suis encore une fois ravi puisque il y a des gens qui nous font confiance comme Florian Philippot et je tiens vraiment à le remercier. Les gens qu'on soutenait pour certains ou à qui on donnait la parole ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire que ces gens-là sont là pour beaucoup à faire un petit peu comme on croit pas qu'il y ait une leçon de Donald Trump aux États-Unis qui n'a été élu en partie, essentiellement, principalement parce que justement, il n'était pas invité dans les médias et donc il a donné la primeur de ses déclarations aux médias alternatifs et notamment à Tucker Carlson, à Joe Rogan et j'en passe. Voilà, nous en France, il y a encore un mépris. Il y a très très peu d'hommes politiques aujourd'hui qui acceptent de venir dans mes émissions. J'ai décidé d'arrêter de les inviter parce que de toute façon, non seulement ils ne viennent pas,
ils nous crachent à la gueule, et en plus, ils nous méprisent. Donc moi, je trouve ça insupportable, et je tiens à le dire, c'est vraiment, voilà, il faut à notre tour, d'abord, il marche, en plus, parenthèse, j'ai un peu regardé les audiences que faisaient ces gens qui nous méprisent, et finalement, ça ne fait plus tellement d'audience sur Internet. Donc ces gens-là, leur parole est décrédibilisée. Et puis pour finir, le dernier point, et c'est sur lequel je voulais enfin, en effet, rebondir, ce que disait... Nicolas, c'est qu'il faut aussi avoir conscience que vous êtes désormais devenu un véritable pouvoir. Mais ça, bon, on le disait déjà l'année dernière, mais ça n'arrête pas d'augmenter. On n'a plus besoin d'eux. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas besoin d'eux. Et encore une fois, pardon de parler de ma petite chapelle. Voilà, les déclarations, bon... On peut pas être d'accord avec ces déclarations de Pierre Ménès sur Bistro Liberté récemment. Ouais, elles ont fait en 12 heures 10 millions de reprises de vues sur l'extrait sur X de l'émission qu'on avait donc faite juste la veille. Donc c'est pour dire voilà, qu'il faut vraiment plus s'excuser d'exister, il faut arrêter d'être frileux, mais il faut malgré tout arrêter de leur donner notre audience. Voilà, pour juste une anecdote, j'aime bien les chiffres. Moi, j'arrête pas de tweeter là-dessus en ce moment et ça m'amuse parce qu'il faut rappeler des chiffres. On est 68,5 millions d'habitants en France. La dernière déclaration de François Bayrou, la veille du vote de confiance, à 18h sur 4 chaînes d'information, c'était 1,9 million de téléspectateurs. CQM. Voilà. Merci Eric. Il y a eu un dangereux précédent qui a eu lieu il y a quelques mois, à l'occasion de la commission TikTok parlementaire, prétendument pour défendre la jeunesse. On a eu des comptes TikTok d'influenceurs, pas influenceurs politiques, mais d'influenceurs, qui ont été fermés à la demande d'Aurore Berger. Là, on parle que d'influenceurs, c'est pas directement politique, mais ça pourrait par la suite être le cas pour des journalistes, des politiques. À partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Si ça devait arrêter, je m'adresse à Maître Guyon, si ça devait arriver, qu'est-ce que des citoyens, qu'est-ce que des journalistes, qu'est-ce que des médias alternatifs pourraient faire si demain le cornu demande à TikTok ou à YouTube de fermer une chaîne sans procès, sans quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans des conditions, dans un scénario comme celui-ci? D'accord, merci Eric. Question très intéressante. J'étais justement, avant de venir sur ce plateau, en train de regarder le règlement DSA. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui... Donc ce Digital Service Act, effectivement, qui est donc entré en vigueur en août 2023 en France et qui est applicable dans l'ensemble de l'Europe. On constate que c'est effectivement un règlement qui peut avoir des effets pervers, mais qui assure quelques garanties, notamment pour les producteurs de contenu sur les réseaux sociaux. Durant la crise sanitaire, on a vu des chaînes disparaître du jour au lendemain sans aucune explication et sans aucune possibilité de contester. Je pense notamment à France Soir, parce que c'était vraiment le cas le plus incroyable. France Soir qui s'est retrouvé du jour au lendemain avec sa chaîne YouTube coupée, tous les revenus publicitaires terminés, et qui a subi véritablement une décision arbitraire de YouTube. Je sais qu'ils sont encore en procès avec eux. C'est mon confrère Arnaud Di Meglio qui pourrait mieux en parler que moi, mais c'est un contentieux qui démontre que la liberté d'expression, aujourd'hui, est entre les mains de grands seigneurs numériques que sont notamment les GAFAM. Et le Digital Service Act permet aujourd'hui d'obliger ces plateformes à vous expliquer sur quel motif ils ont fermé vos comptes. Première avancée, puisqu'auparavant, c'était une décision arbitraire terminée. Deuxième chose, vous avez la possibilité de connaître aussi les conditions générales d'utilisation de ces mêmes réseaux. Donc dorénavant, vous connaissez à l'avance un peu les règles du jeu. Elles ne sont pas réécrites au fur et à mesure. Et la troisième chose, vous pouvez contester dorénavant des décisions arbitraires qui sont prises par ces plateformes. Alors ça ne veut pas dire que ça fonctionne, ça ne veut pas dire que c'est la garantie assurée que ça va bien se passer pour vous,
Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un peu moins le Far West que ça l'était il y a 5 ans de cela. Donc si demain on était amené à fermer notre compte sur TikTok ou sur n'importe quel autre réseau, vous auriez la possibilité de mobiliser ce règlement. Alors l'effet pervers, évidemment, c'est que derrière, pour être sûr de ne pas être condamné, ces plateformes ont tendance à faire ce qu'on appelle de l'autocensure. Elles définissent elles-mêmes ce qu'elles considèrent comme étant des contenus illicites et vont beaucoup plus loin que ce que les gouvernements vont leur demander de respecter. C'est un peu comme les effets pervers du Covid, c'est-à-dire que le pass sanitaire, c'est que dans l'espace extérieur, et pourtant, je pense qu'on a tous des amis qui vous ont imposé d'aller vous mettre un coton-tige au fond de la narine gauche pour venir manger à la maison. Et donc là, vous aviez l'application du pass sanitaire dans l'espace privé. Ben, c'est exactement le même effet pervers. Vous créez des règles et vous en avez qui sont plus royalistes que le roi et qui vont essayer d'appliquer ces règles de manière extrême. Donc c'est l'effet pervers notamment du DSA, et c'est ce qui fait qu'à mon avis, on doit tous s'en inquiéter, qu'on puisse demain fermer d'un trait de plume un compte d'un influenceur quelconque, qu'on partage ou non ses idées. Hein. On le rappelle, la liberté d'expression, c'est pas le fait que tout le monde soit d'accord ou que tout le monde pense pareil. Bien au contraire, plus on est en désaccord, plus on a la possibilité quand même malgré tout de pouvoir se parler et de discuter, et plus on peut considérer qu'on a des bases saines pour être dans une démocratie. Ouais. André Berkoff, comment voyez-vous les atteintes actuelles à la liberté d'expression? Quelle forme ont-elles? Quelles évolutions voyez-vous? Alors on va faire un peu d'information justement, après on va parler de tous ces principes extrêmement importants. On va continuer dans l'information. Trois exemples. Premier, très important, l'exemple américain, parce que voilà, c'est ce que représente l'Amérique. Je rappelle que l'Amérique, avec tous ses défauts, enfin les États-Unis, ont quelque chose de fondamental que j'aimerais avoir écrit dans la Constitution. Premier amendement, liberté d'expression absolue. Premier amendement, j'aimerais que ça soit inscrit dans la Constitution. Mais ça, c'est un vœu pieux. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que en 2022-2023, un certain Elon Musk a racheté Twitter, devenu X, pour 40 milliards de dollars. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il a SpaceX, il a tout. Qu'est-ce qu'il a besoin d'acheter? Ben, il a acheté très sincèrement, et après vous verrez, mais c'est devenu rentable, mais pour d'autres manières, aussi la liberté d'expression. Et qu'est-ce qu'on a appris? Quand il a soulevé le couvercle, qui était bien vissé de la marmite, et ce qu'il y avait dans la marmite, je ne vais pas vous rappeler, ça prendrait des heures, mais l'ordinateur du fils de président Biden, qui s'appelle, je vous rappelle, Joseph Robinette Biden, c'est comme par hasard, l'ordinateur du fils, qui était un bréviaire absolu de corruption, de prévarication, je ne parle même pas des côtés des sexuels et compagnie, et surtout les liens de corruption avec un certain nombre de boîtes ukrainiennes, Burisma et compagnie, et avec les Chinois. C'est-à-dire que ce que révélait cet ordinateur oublié chez un réparateur, c'est que Biden avait littéralement s'était vendu aux Chinois. Biden, père et fils, et ça vous pouvez vérifier aujourd'hui. Alors on disait, c'est les Russes, bien sûr. Encore une fois, c'était le complot russe, et 50 mecs de la CIA et de l'armée ont dit, ils ont certifié, ils ont écrit, oui, c'est un complot russe, c'est pas vrai, c'est faux. 5 ans après, on sait ce qu'il en est. Donc, si vous voulez, c'est très important, parce qu'on dit, effectivement, nous, un certain nombre de médias n'ont pas le pouvoir. Et moi, je vais vous dire, je rêve d'une société aussi, où avant de dire qu'il faut tuer les milliardaires, qu'on ait des milliardaires qui aient les cojones de mettre une partie de leur argent au service de la liberté. Et ça, c'est très, mine de rien, c'est très important. On peut faire ce qu'on veut, mais avec les marges de manœuvre, bon. C'est ce qu'a fait Trump, c'est ce qu'a fait Musk, et c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'autres personnes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des petits anges, ça veut dire simplement qu'on a ouvert les marges de manœuvre. Ici, qu'est-ce qui s'est passé avec ce dont on parlait, le Digital Service Act? Union européenne. Vous entendez la merveilleuse Ursula von der Leyen, hein? Mais non. C'est notre présidente, d'ailleurs, parce que Macron, tout ça, c'est rien. C'est Ursula, ok? Ursula fait des SMS avec Bourla, le PDG de Pfizer, liberté d'expression aussi. On veut savoir ce que sont les SMS. Ça fait 5 ans que des gens se battent là-dessus. Ah, rien.
rien. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est pour ça que des fois, on parle de liberté d'expression, on a envie de rigoler. Et ces gens rigolent, ils disent oui, amusez-vous, ouais, dites liberté, machin, très bien, on est là, médias alternatifs et tout ça. Mais tant qu'on n'aura pas attaqué les racines du pouvoir en les touchant où? Au portefeuille, et en les touchant aussi avec des contre-pouvoirs, c'est là où le problème. Nous, on est là et on fait le bon combat. Et vous avez, chacun a à faire son combat. Mais là, on a un problème terrible. Parce que quand M. Thierry Breton, expert européen du numérique, M. Thierry Breton dit « Oui, mais M. Musk, vous ferez où on vous dit de faire ». Or, vous regardez, et vous avez parlé de ça, les vérificateurs d'information. Qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, on va voir, et vous avez parlé des effets pervers, à mettre, et avec raison, c'est qu'on va trouver toujours, oui, mais attendez, lui, il va loin. Parce que moi, je voudrais me poser une question, et Dieu sait si je ne suis pas un poutinolâtre déchaîné. Pourquoi on interdit Russia Today et pas Al Jazeera, entièrement financé par le Qatar? Non, question. Moi, je veux bien qu'on interdise on dit oui, c'est l'argent étranger, c'est les Russes qui payent. Ok. Et alors? Et Al Jazeera, c'est qui? Et M. Kretinsky, tchèque, c'est qui? Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Ou on est cohérent avec les décisions qu'on prend techniquement, ou pas. Pas les 2 poids, 2 mesures. Nous vivons dans des indignations et des informations de 10 poids et 10 mesures. Donc je crois qu'il est là le problème. Il faut voir ce que contient. Et on a besoin d'avocats, on a besoin de gens qui disent « attendez là, attentez à la liberté d'expression ». C'est pour ça que je reviens au premier amendement. Honnêtement, c'est pouvoir et contre-pouvoir. Sinon, vous savez, tout pouvoir absolu va jusqu'au bout de son pouvoir. Donc on est là, je vous ai donné 2 ou 3 exemples comme ça, qui montrent que c'est un combat permanent. Il faut se dire, c'est un combat permanent qui durera tant que nous durons et bien au-delà de nous et qui a commencé bien avant nous. Voilà, c'est qu'il y a des gens qui expliquent que la liberté est un mal inutile et qu'il faut quand même le restreindre. Vous savez, ça s'appelle la liberté surveillée. Et puis, il y a des gens qui estiment que la liberté d'abord. Et je finis juste là-dessus. Alors, on me dit, bah alors, on a le droit de dire tout et n'importe quoi. Non. Non, parce qu'il y a des lois sur l'appel à la haine. L'appel à la haine, ce n'est pas de la liberté. L'appel au meurtre, ce n'est pas de la liberté. On a le choix des opinions et pas des passions. Les passions sont meurtrières et on ne veut pas des passions meurtrières. Et les lois sont là pour ça. Voilà. Donc, combat permanent, combat permanent. Merci. Merci André. Tu as utilisé le mot meurtrier. Je crois que M. Stoker voulait revenir sur ce qui s'est passé sur ce campus états-unien avec M. Kirk. Avec Charlie Kirk, je voulais rebondir sur ce qu'avaient dit André et Eric sur le meurtre, sur la notion de meurtre. Elon Musk a dit la gauche, c'est le parti du meurtre. Alors appelons-le la gauche, appelons-le comme on voudra, appelons-le les nihilistes. Mais en tout cas, cette notion de meurtre, je pense que le système tel qu'il est a dit sa vérité avec cet assassinat. Parce que le meurtre, c'est leur logique. Alors ce n'est pas toujours le meurtre physique, même si on peut aider par le suicide assisté aussi, éventuellement, certaines personnes à débarrasser le plancher. Je pense que de tous ceux dont on a parlé, Éric Denessé est probablement celui... on pense à lui et on honore sa mémoire aujourd'hui. Sachant que laisser la trace d'un suicide, c'est particulièrement dégueulasse. Au moins, avec Charlie Kirk, il l'élimine par un meurtre. Mais je pense que le meurtre, il est là à tous les niveaux. C'est la vérité de cette hégémonie mondialiste et de son support des médias aujourd'hui. On vous tue, et je vais ramasser tout ce qui a été dit sur cette table ronde depuis le début, c'est-à-dire on vous tue économiquement. Les médias indépendants, ce sont des petits artisans. Nous sommes des petits artisans face à une immense industrie. Donc, c'est pas compliqué. D'ailleurs, ils essaient même de singer parfois avec des podcasts et autres, faire la même chose que nous. C'est dire l'imposture de ces gens-là. Donc, ils nous tuent, ils cherchent à nous tuer économiquement. Exemple, Eric, ce qu'il vient de dire aussi. Ils cherchent à nous tuer socialement, évidemment, à nous invisibiliser, à faire en sorte que la personne ne puisse plus parler. L'homme est un animal parlant, et donc lorsqu'on nous coupe le sifflet, c'est une des pires violences, c'est la pire violence symbolique qu'on puisse nous infliger, c'est-à-dire nous intimer l'ordre de nous taire.
Donc ça, c'est aussi une forme de meurtre. Et puis, deux choses sur le meurtre, pour terminer, et qui montrent bien la logique, c'est que d'abord, eh bien, ils utilisent une forme de lapidation. Le mot conspirationniste, hein, dans sa version anglaise, ou appelons ça eh bien, complotiste. Pour moi, je le prends comme une pierre à chaque fois. C'est une pierre qu'on nous envoie à la figure. C'est une lapidation. Vous êtes un complotiste, vous êtes taxé de complotiste, et on vous lapide de ce fait-là. Ça, c'est le fait du meurtre. Et puis derrière tout ça, parce que je suis, c'est vrai, girardien, je vois le bouc émissaire. Et le bouc émissaire à tous les niveaux. Ils utilisent le bouc émissaire avec Poutine, évidemment. Poutine, le prédateur, l'ogre, celui qui mange des petits-enfants dès le petit déjeuner. Donc Poutine, c'est le bouc émissaire absolu et qui permet de proche en proche de nous ramener à cela parce que nous faisons partie de la sphère russophile, pro-russe, la sphère pro-russe, tous autant que nous sommes. Sachant que derrière cela, il y a le fait que nous soyons des traîtres. Puisqu'en tant que Français, être pro-russe, étant donné que nous sommes pratiquement en guerre avec la Russie, c'est de la haute trahison. Eux qui sont, justement, qui devraient être aujourd'hui... alors ça ne s'appelle plus la haute trahison pour le président de la République, mais en tout cas, on peut quand même essayer de le mettre sur la sellette et le destituer. Avec l'article 68, on rappelle, tout le monde doit aller voter, aller signer la pétition initiée entre autres par les patriotes, évidemment. Donc il y a cette notion aussi de bouc émissaire. Vous lapidez, vous avez le bouc émissaire. Finalement, je crois que quand il dit Musk que c'est le parti du meurtre, la gauche ou le parti démocrate, il faut savoir qu'il y a toujours une connotation très religieuse chez les Américains. Il y a un peu cette notion de, je finirai sur une pirouette, cette notion de Caïn, meurtrier depuis l'origine. Et Caïn, vous savez, vous lui mettez un signe sur le front pour qu'il soit reconnu. Et ça me fait penser exactement à ce que disait Nicolas Vidal quand il parlait de ce copain vu à la télé. Vous savez, ici, c'est le signe. C'est le signe. Et là, il rentre dans la partie d'assassin et partie des meurtriers à tous les niveaux du meurtre qu'il est possible de faire. Et ça, il faut le dénoncer et il faudrait les faire en quelque sorte faire passer aux aveux. Voilà. Je partage bien entendu ce qui a été dit et comme je sais que vous êtes quand même ici très épris de résistance, me semble-t-il, je crois l'avoir entendu à droite à gauche. Voilà, je le sais. Mais nous aussi, soyez assurés, chers amis, que voilà, on est aussi épris de résistance, bien entendu, parce qu'on est comme ça, parce qu'on est fait comme ça, je crois, avec nos personnalités différentes ici, et puis surtout, ce qu'on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix parce que face aux attaques qu'a subi Eric, moi j'ai été cambriolé 2 fois, il faut quand même le savoir aussi, ça fait un petit moment, donc on est vraiment aujourd'hui sur ces gens-là, ne nous supportent pas. Donc j'aime bien le rappeler tout de même parce que vous le savez, mais il faut vraiment déployer des trésors d'imagination. Eric, tu te retrouves toi avec cette plateforme qui ferme avec plus d'abonnés, donc plus de base de données, plus rien. Je veux dire, à un moment donné, nous devons tous les jours déployer des trésors d'imagination pour essayer de continuer à vivre et d'avoir toujours un coup d'avance ou d'avoir une roue de secours, une voie de secours pour pouvoir continuer à émettre, notamment. Donc on est toujours obligé, toujours obligé, à un moment donné, de s'informer un maximum, de faire preuve aussi d'élasticité, j'ai envie de vous dire, de faire preuve d'ingéniosité pour aller sur des plateformes et se dire, demain matin, peut-être que ma chaîne YouTube, elle va être fracassée, peut-être que demain mon site sera fermé, peut-être que mon compte bancaire sera fermé également, mais est-ce qu'on s'imagine en France ce qui nous tombe sur vous tous et nous, en tant qu'informateurs, ce qui nous tombe. Et quand je les entends, ces gens-là, avec la bouche pleine de démocratie, de pluralisme, de machin, mais c'est à gerber, c'est à gerber, c'est à gerber. Et c'est pour ça que je me permets, pour insister là-dessus, sur véritablement, je vous assure que nous avons tous les matins, enfin moi en tout cas c'est comme ça et je pense que mes petits congénères c'est pareil, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Toujours un mail, un recommandé, une lettre, toujours des appels, c'est absolument incroyable. Et nous devons donc, à un moment donné, prévoir le coup d'après. On doit avoir des petites bases de repli à droite à gauche pour continuer à émettre, malgré la pression, malgré une certaine forme tout de même de brutalité psychologique qui est mise en place, peut-être de risque d'étouffement économique. Et nous en sommes là, tout en faisant notre travail, hein, bien entendu, parce que la journée fait que 24 heures. Parfois, j'aimerais qu'elle en fasse 36 et j'aimerais pouvoir dormir 2 heures par nuit, mais nous sommes toujours soumis à ce genre de choses, mais on le fait toujours avec beaucoup de passion et je trouve que on a besoin véritablement, nous, de surpasser peut-être notre capacité à exister pour aller sur le truc, notamment je pensais à la plateforme dont tu parlais, mais par exemple Substack, c'est un truc super sympa et on a besoin, à un moment donné, d'aller créer nous-mêmes d'autres plateformes dans le cas où nos chaînes sont fermées, nos sites sont fermés, nos comptes sont verrouillés. Tout ça peut nous arriver comme ça. Comme ça. Il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, comme ça. C'est vraiment important. Non, on va rien lâcher. Je vous l'ai dit, la seule Fitch n'arrivera pas à nous dégrader, nous, médias indépendants. Et en fait, on n'est juste pas programmé pour arrêter. Et comme je dis souvent, en ce mois de septembre 2025, on ne va pas les lâcher. Voilà. Oui. Je souscris à tout ce que vient de dire Nicolas. J'aimerais juste rajouter quelque chose, et là encore avoir peut-être un peu le mauvais rôle, mais je pense que c'est le moment encore plus pour le dire. Bon, tu as cité Substack, en effet, qui s'est trouvé une plateforme qui existe depuis d'ailleurs quelques temps, mais qui a vraiment émergé en France là depuis seulement 6 mois. Alors je vais faire peut-être quelque chose de pas très populaire, mais je vais essayer de faire un peu de pédagogie, si tant est que je puisse y arriver, juste 1 minute. C'est aussi fatigant d'être en permanence attaqué sur le fait qu'on fait payer certains contenus ou qu'on vous demande de l'argent régulièrement, que ce soit TVL, moi aux Incorrectibles. Ça n'est pas de gaieté de cœur. Si je pouvais avoir un sponsor qui me finance, comme d'ailleurs j'en avais un au début, mais qui m'a lâché, il faut savoir aussi que l'information ou les contenus qu'on produit, ça a un coût. Ça n'est pas gratuit. Moi, tous les gens qui m'insultent régulièrement en me disant voilà, qu'on est toujours là à demander de l'argent, ou en tout cas que c'est honteux, qu'on mentionne qu'il faille nous soutenir financièrement, j'ai envie de leur dire, mais quand vous allez, enfin quoi que vous n'y allez plus beaucoup maintenant, mais quand vous allez au kiosque, voilà, vous n'allez pas voler un journal dans le kiosque ou un magazine. Aujourd'hui, même sur Internet, il y a tout le temps des possibilités d'acheter des articles et tout ça. Donc il faut que vous ayez conscience que voilà, c'est pas de gaieté de cœur qu'on vous le demande, que ce soit TV Liberté, moi aux Incorrectibles ou d'autres. En plus, en général, c'est vraiment de l'ordre de quelques euros à chaque fois par mois. Mais on n'est pas comme des médias mainstream qui ont ce qu'on appelle digital natif. C'est-à-dire que nos contenus ne sont pas amortis par une primo-diffusion sur des médias mainstream. Quand aujourd'hui vous avez un replay évidemment de l'heure des pros ou d'une émission d'Europe 1 ou d'RTL sur Internet, évidemment que vous l'avez gratuitement sur YouTube parce qu'elle fait l'objet d'un autre modèle économique, elle a déjà été amortie sur une chaîne mainstream qui elle-même vit de la publicité et donc c'est un modèle économique totalement différent. Mais si vous voulez nous aider justement à ce qu'on ne soit plus dépendant de ce modèle économique des médias mainstream qui relèvent de la publicité et d'avoir des fréquences TNT, ben voilà, malheureusement, si vous me trouvez la recette ou la règle qui puisse nous aider sans vous demander de l'argent, moi je prends. Mais malheureusement, on ne l'a pas encore trouvé. Donc si vous pouvez un tout petit peu, s'il vous plaît, faire preuve d'indulgence quand on met 75%, 80% d'un contenu. Voilà, Florian Philippot voilà, m'a fait le plaisir de m'accorder une interview demain. Je n'en mettrai que 75% en ligne. Alors, ce que je fais maintenant pour essayer de un petit peu montrer que j'ai quand même eu, enfin, c'est pas une mauvaise volonté de notre part, c'est que je redonne, enfin, ou plutôt remets en ligne 3-4 mois après l'émission intégralement. Mais il faut que les gens qui nous soutiennent aient un petit bonus, là où d'autres gens qui, bon, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas nous soutenir financièrement, mais en tout cas, pour ceux qui choisissent de ne pas nous soutenir, bah, ils ont le droit, mais c'est quand même normal que ceux qui nous soutiennent, comme des adhérents d'un parti, aient des privilèges que les autres n'ont pas. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Donc merci encore une fois, et c'est vraiment merci du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous qu'on garde aussi la niaque. Parce que moi, je suis comme Nicolas, voilà, à chaque fois qu'en général, on me donne une gifle sur la joue droite, je ne tends pas la joue gauche. Et donc, merci beaucoup, parce que c'est vraiment grâce à vous. Voilà. André Bertrand. Ouais, je voudrais juste ajouter quelque chose. N'ayez pas l'impression ici qu'on est des victimes. Je veux dire qu'évidemment, les problèmes sont posés. Mais les problèmes sont posés pourquoi ? Moi, là, je vous ai parlé aux contribuables que vous êtes. Vous êtes quand même beaucoup à payer des impôts. D'accord ?
On est même la majorité, ou les 100%, ou les 80%. Je vous invite à méditer sur des choses que vous savez déjà. Le service public de l'audiovisuel, c'est 4 milliards d'euros par an. Est-ce que c'est normal qu'il y ait 25 chaînes, j'exagère, et 4 chaînes et 10 chaînes pour dire la même chose? Est-ce que c'est normal qu'on paye 4 milliards d'euros par an alors qu'il suffirait d'avoir une chaîne, la chaîne gouvernementale, très bien, une chaîne de service public, basta. Le reste, privatisation du service public. Privatisation immédiate. Au nom de la plus grande des libertés d'expression, où va l'argent? On paye, d'accord? On est le copropriétaire de la Maison France, ok? On a élu nos syndics, d'accord? Et les charges de copropriété, on nous fait payer les charges de copropriété. Mais vous savez que chez les propriétaires, vous avez une fois par an au moins un audit, on parle. Alors, vous avez dépensé ça pourquoi? Ça pourquoi? L'électricité, Et en France, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire au niveau national, aujourd'hui. Alors, voilà, première chose. Deuxième chose, l'aide à la presse. Je ne vais pas... Alors, on dit, on aide, alors c'est merveilleux, là. L'aide à la liberté d'expression. Oui, l'Humanité, 6 millions. Les journaux de Bernard Arnault, 16 millions par an. Bernard Arnault, SDF. J'ai rien contre Bernard Arnault. Mais pourquoi cette aide à la presse subventionnée par des milliardaires, alors qu'ici, lui, il n'y a pas un sou? L'autre aussi, je ne sais pas, tous, pas un sou. Alors je voudrais savoir ces trucs. Alors nous avons nos pauvres et nos riches. On choisit nos gueux. On choisit les gens qu'on doit aider ou pas. C'est ça le problème. C'est cette espèce de... Encore une fois, je reviens à ça, de 10 poids, 10 mesures. En fonction de quoi cette aide à la presse? Regardez, c'est public, les journaux qui sont aidés chaque année. Très bien. Mais moi, je vais vous dire un truc. Aider chaque année? Eh bien, écoutez, dans un monde normal, ce serait la publicité et les lecteurs et les dons. C'est-à-dire, vous aimez telle ou telle chaîne, oui, vous l'aidez. Vous aimez telle ou telle plateforme, oui, vous l'aidez. Vous aimez tel ou tel truc, voilà. Et le reste, et que l'État s'occupe de ce qu'il a à s'occuper, des hôpitaux, des écoles, de la situation en France, et ne donne pas le fric, et notre fric, à des pubs. Voilà. C'est tout. Faisons un peu d'équilibre dans la vie, hein. La question de l'argent est importante. André Berkoff, tu as évoqué une possible privatisation de l'audiovisuel public. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir cet audiovisuel public acheté par des milliardaires fans de Macron qui, du coup, au final, rachèteraient ces 24 médias qui rediraient la même chose? C'est une question ouverte. Non, c'est vrai. Alors, juste un mot là-dessus. Je pense que mes camarades aussi vont répondre. Moi, je vais vous dire une chose. Quand je dis privatisation de l'audiovisuel public, pourquoi? Parce qu'on voit les résultats. Je préfère savoir que c'est la télé d'Arnaud, de Bolloré, parce que vous avez vu, c'est pas la même chose la télé d'Arnaud et de Bolloré, excusez-moi. Regardez les chiffres, je ne vais pas prendre parti pour qui que ce soit. Mais au moins, je sais l'étiquette, la franche étiquette. Quand on me dit le service public, quel service public? Service public de qui? Représentant tous les Français? Toutes les opinions des Français? Écoutez, c'est très simple. Faites un truc, regardez France Inter, France Info, etc. Regardez, non pas les gens qui reçoivent, mais les animateurs. Combien d'animateurs, je ne dis même pas de droite, mais libéraux? Regardez. Vous pouvez regarder, vous regardez les émissions, vous écoutez. Ça vaut le coup. C'est pour ça qu'on vous dit, ne regardez plus. Non, non, non. Regardez, jugez. Parce que c'est vous, les payants. C'est vous, les cochons de payants. C'est nous, les cochons de payants. Donc, nous, on veut être représentés. Ils se gargarisent de diversité, mais non. Donc, à partir du moment où vous dites privatisation, moi je dis, au moins je veux savoir qui est qui. Voilà. Et au moins je sais qui est qui. Et j'ai l'étiquette. Et c'est déjà pas mal. Pardon? Il dit on sait qui est qui, on sait que c'est la télé de Macron. Pourquoi c'est l'intérêt de Macron? La télé. Pardon? La télé. Ah oui, c'est la télé, bien sûr. Mais il n'a pas le service public, la télé Macron, mais il n'a pas que le service public. Il a tous les milliardaires qui sont avec lui, pratiquement à 90%. Donc nous avons les médias Macron. Au moins c'est clair. On a les MM, vous voyez. Alors, si on est content comme ça, tout va bien. Mais sinon, c'est pas possible. Nicolas Stoccat, vas-y. Pardon? Je dirais que c'est un club, comment on peut dire,
qui se remplit les poches. Vous savez, c'est... Voilà. Ça marche en circuit fermé. Ce sont les Ménines de Velasquez. On est entre nous. Voilà. On est consanguins. Vas-y. C'est bien. Alors je voulais rajouter quelque chose, parce qu'il y a un échange qui commence à se produire, c'est très bien, et revenir sur ce que disait Nicolas Vidal, c'est-à-dire que c'est comme l'Internet, chaque poste est un poste qui est à la tête du réseau, au centre du réseau. Chacun d'entre vous, vous êtes justement ces médias. Moi, alors je vais faire un peu de pub pour GPTV, au moins une fois, et inciter l'ensemble des collègues à aller sur le terrain. Je crois que c'est quelque chose qui manque un peu encore aujourd'hui. On a eu les gilets jaunes, Nicolas Vidal en a parlé. Je crois qu'il faut qu'on aille de plus en plus sur le terrain pour vous permettre de vous exprimer. Justement, quand on voit les grands médias, les petits micro-trottoirs, c'est totalement bidon, c'en est même honteux. Bon, alors qu'en réalité, vous avez vu peut-être, pour ceux qui suivent GPTV, on a vu, et ça a cassé la baraque, et d'ailleurs Mike sera parmi nous aujourd'hui et va vous interviewer, Mike Borowski, eh bien c'est de dire ce que vous pensez. Et ce que vous pensez, c'est souvent plus intéressant que ce que disent beaucoup des analystes. Donc moi, j'encourage, puisque je suis aussi sur Radio Courtoisie, et je trouve que Radio Courtoisie, mais d'autres médias, il faut aller plus sur le terrain, il faut aller comme nous le sommes aujourd'hui, ici évidemment, chez les Patriotes. Les manifestations des Patriotes, ça c'est un des points forts des Patriotes, c'est de manifester souvent, toutes les semaines, ou en tout cas très souvent, dans la rue. Et là, il faut que nous aussi, nous soyons là pour échanger le plus possible avec vous, et surtout que vous soyez, rendre concret ce qu'a dit Nicolas Vidal, c'est-à-dire que c'est vous aussi, dans le fait de penser par vous-même, vous devez être en mesure aujourd'hui d'exprimer aussi plus qu'une opinion, une analyse. Et donc, il est important, je pense, de vous tendre le micro et de ne pas le conserver uniquement nous, sinon, eh bien, nous devenons la caricature de ceux à qui nous reprochons d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire les médias mainstream. Voilà. Ouais. Juste un mot, je voudrais quand même, puisque vous avez cité quelqu'un qui fait des enquêtes, parce que les enquêtes, c'est pas seulement tendre le micro, vous savez, Nicolas. Les enquêtes, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller voir ce qui se passe. Et je voudrais citer quand même Frontières, même s'ils sont pas là. Frontières fait un travail, et je ne suis pas à Frontières, hein. Je n'ai rien à voir avec Frontières, mais Frontières fait un travail formidable en allant à Lampedusa voir le chemin des immigrants, en voyant voir les liens de LFI avec les islamistes. Ça, c'est important. Justement, j'allais vous dire, le journalisme, c'est aussi l'enquête. L'enquête demande des moyens, mais c'est extrêmement important de ne jamais oublier que l'enquête, c'est la chose du monde, la moins, hélas, pas tellement partagée, mais c'est ça le journalisme. Le journalisme, c'est Albert Londres, c'est les Kessel, c'est tous les gens qui allaient sur le terrain. Et aller sur le terrain, c'est d'aller partout et de prendre des risques. Et c'est très important. Et je finirai par ça, quand on nous a dit « Ah là là, c'est pas bien de filmer en visage caché, etc. » Mais c'est l'honneur du journalisme, parce que si vous allez à votre carte de presse, aller voir des trafiquants, ils vont vous expédier, il faut se déguiser. Le journalisme, ça doit être aussi le déguisement qui dit la vérité, n'oubliez jamais. Et vive l'enquête. Et justement, au passage, dire un petit mot de soutien justement pour Eric Tegner, justement le fondateur de Frontières, qui disait ce qui est absolument sidérant, lui qui a été en Ukraine et en Russie. C'est pas en Ukraine et en Russie qu'il est menacé de mort, c'est ici, en France. Merci à tous, merci à notre audience d'avoir assisté à cette table ronde médias, Internet, rétablir notre liberté d'expression. On a commencé très très fort ce matin avec ce panel d'extrêmement grande qualité. Merci, on peut vous applaudir une nouvelle fois pour vos interventions, votre présence, merci. Vous êtes et vous serez toujours les bienvenus aux Assises de la souveraineté d'Arras. Un grand merci à vous. Le programme de la journée continue. Les intervenants qui ont des livres à vendre sont en dédicace. Je crois notamment, Nicolas, tu es en dédicace dans 10 minutes là-bas. En tout cas, merci à vous. La journée continue. Merci.